J'ai gardé le silence pendant presque 50 ans. Les secrets ont une manière de s'installer en vous, et je pensais que le mien tiendrait jusqu'à la tombe. Mais voici la vérité. Le cancer, en phase terminale, se fiche des secrets. Il vous les arrache, un morceau douloureux à la fois, jusqu'à ce que vous soyez désespéré de les partager avec quelqu'un, n'importe qui. Alors, voici ce que j'ai à dire. Je ne vais pas vous ennuyer avec un sermon sur mon passage au Vietnam. C'était l'enfer, tout simplement. Un enfer pour tout le monde, mais un enfer particulier pour moi. Vous voyez, je mesurais 1,60 m, et être petit là-bas ne vous faisait pas juste sortir du lot. Ça faisait de vous une nécessité dans le pire sens du terme. Quand je suis arrivé, un officier m'a examiné comme un boucher scrutant un morceau de viande. « Tu ferais un bon commando de tunnel », m'a-t-il dit, comme si c'était une question. Techniquement, c'était volontaire, mais si vous refusiez, autant vous peindre une cible dans le dos. Alors, ouais, j'ai dit oui. C'est comme ça que je suis devenu un tunnel-rat, rampant à travers des labyrinthes souterrains étouffants, armé d'une lampe de poche, d'un modèle 39 et des prières que je pouvais me rappeler. La plupart du temps, on travaillait dans les tunnels de Cu Chi près de Saigon. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, la hiérarchie nous a envoyés au nord, à l'ouest de Da Nang, pour vérifier un complexe dont personne ne semblait savoir grand-chose. Juste moi et Benoît. Benoît n'aurait pas dû être un tunnel-rat, selon les critères habituels. La plupart des Noirs étaient trop grands pour ce job. Mais Benoît avait la double malchance d'être à la fois petit et noir dans une guerre qui ne faisait pas de cadeau à qui que ce soit. Je suis entré le premier, Benoît juste derrière moi. On portait des modèles 39 au lieu des Colt 45 standards. Vous avez déjà entendu un 45 dans un tunnel? Le dernier qui a essayé ça est rentré chez lui avec les oreilles en sang et une nouvelle haine des petits espaces. Le tunnel était tout neuf, je pouvais le sentir. Un passage étroit qui sentait la poubelle en décomposition et bien pire. Assez frais pour que l'équipe de creuseurs soit proche, mais c'était étrangement vide. On a rampé pendant 40 minutes, peut-être plus, dans un silence si épais qu'on aurait dit une autre couche de terre nous appuyant dessus. Puis, je l'ai vu, l'élargissement du tunnel devant nous. J'ai tapoté le casque de Benoît et il a cliqué la sécurité de son pistolet. On s'est glissé dans la chambre, les pistolets levés, les lampes de poche projetant des faisceaux tremblants dans l'espace obscur. Une lampe à huile pendait du plafond, projetant de longues ombres vacillantes. Mais la pièce était vide, cela ne faisait aucun sens. Pas de piège, pas de gens. Juste la lampe et une bâche en toile accrochée sur le mur du fond. J'ai fait signe à Benoît de venir et j'ai utilisé mon pistolet pour écarter la bâche. Derrière, un escalier en pierre qui spirale vers le bas. Un escalier ? Ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Ici, aussi bas sous terre. Les WC n'ont pas construit ça, a chuchoté Benoît. C'est ancien, plus vieux qu'Amérique ancien. On aurait dû rebrousser chemin. Chaque instinct criait de le faire. Mais les instincts ne comptent pas beaucoup quand vous êtes jeune et stupide, ou quand vous êtes déjà allé aussi loin. Alors, on est descendu. Les escaliers étaient étroits, du genre qui vous serre la poitrine, et ils ne semblaient jamais finir. Nos lampes de poche, équipées de filtres rouges pour éviter la détection, faisaient briller les murs comme de la viande fraîche. Pas à pas, de plus en plus profondément sous terre, jusqu'à ce que les escaliers finissent sur une autre bâche. La lumière passait autour de ses bords, vacillant comme une lumière de feu. Je l'ai tiré en arrière avec mon pistolet, le doigt près sur la gâchette. Et là, je me suis figé. La pièce au-delà était petite, à peine assez grande pour contenir les 10 personnes qui se tenaient à l'intérieur. Elles n'étaient pas armées. Elles ne bougeaient même pas, vraiment. Elles se balançaient, simplement, lentement, dans un rythme hypnotique. « Benoît, ai-je murmuré, ma voix tremblante, ne tire pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. » On est entré. L'air était lourd, épais, avec une odeur que je n'arrivais pas à identifier, et la seule lumière venait de dizaines de petites bougies disséminées sur le sol. Les gens ne réagissaient pas non pas à nous. Ils semblaient même ne pas remarquer notre présence. On a braqué nos lampes de poche sur eux, essayant de comprendre ce qu'on voyait. Leurs yeux étaient ouverts, mais vitreux. Leurs lèvres murmuraient en quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Je transpirais. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas bouger. Je braquai ma lampe de poche directement dans son visage, assez près pour voir la crasse incrustée dans les replis de sa peau. Je claquai des doigts, 1 fois, 2 fois, rien. Pas un clignement, pas un tressaillement. Ses vêtements indiquaient qu'elle était WC. Et maintenant que je regardais de plus près, tous l'étaient. 3 femmes, 7 hommes, se balançant doucement comme des herbes sous une brise légère. Leurs yeux étaient anormaux, d'une couleur unie. Laquelle, je ne pouvais pas dire. Le filtre rouge de ma lampe transformait tout en une tache infernale. La lumière de Benoît se déplaça vers le coin, et là, elles étaient des fusils. Une pile entière appuyée contre le mur et maculée de rouille si épaisse qu'ils avaient l'air d'être là depuis 100 ans. « Jésus-Christ » murmurai-je, la voix à peine audible. « Benoît, depuis combien de temps ces pauvres types sont-ils coincés ici ?» L'accent cajun de Benoît revint.
bas et tendu. Je ne crois pas que Jésus-Christ fréquente cet endroit. Je laissai le faisceau de ma lumière balayer la pièce, se posant sur le fond. C'est là que je la vis, l'autel. Ils étaient hantés tous tournés vers lui, la tête se balançant en avant et en arrière dans une parfaite synchronicité. Je m'approchai, chaque poil sur mon corps se hérissant. L'autel était simple, en pierre, grossièrement taillé, sans fioriture. Mais la statue qui le surmontait, c'était une autre histoire, dorée, brillant sous la lumière des bougies. La partie supérieure était celle d'une femme nue, son visage si finement détaillé que j'eus presque l'impression qu'elle me fixait. Mais la partie inférieure, là, la sculpture devenait grotesque. À la place de jambes, elle avait des tentacules, des dizaines d'entre elles, se tordant et s'enroulant dans des motifs impossibles et complexes. À la base de la statue, des inscriptions, pas du vietnamien, pas une langue que j'ai jamais vue. Les formes étaient anguleuses, nettes, comme si elles avaient été griffonnées par un fou. Je tendis la main, attiré par cette chose, comme si elle m'attirait. « Arrête, ne touche pas à ça !» La voix de Benoît me frappa comme une gifle, me faisant sursauter en arrière. Ma main se figea, à 1 centimètre de la statue. « C'est quoi ton problème ?» lui soufflai-je, plus par réflexe que par colère. « Il faut qu'on parte d'ici, maintenant, dit-il, sa main se posant fermement sur mon épaule. Sa voix était calme, mais ses yeux, ils étaient en des grands ouverts, se déplaçant frénétiquement comme ceux d'un animal pris au piège. « Et eux !» fis-je, en désignant les vissés, toujours là, se balançant, les yeux vides fixés sur l'autel. « On ne peut pas les laisser comme ça. » Benoît secoua la tête, déjà en train de sortir un bloc de C4 de son sac. « Ils sont partis, pire que partis. J'ai déjà vu quelque chose comme ça chez moi, dans le bayou. » Je ne lui demandai pas d'explication, je ne voulais pas savoir. Il était déjà en train de régler les minuteries, ses mains bougeant avec l'efficacité d'un homme plus motivé par la peur que par l'entraînement. 90 minutes. C'était tout ce qu'on se donnait. On se précipita dans les escaliers, le rouge de nos lampes de poche rebondissant sauvagement sur les murs. On avait l'impression de ne jamais atteindre le sommet, comme si les marches s'étiraient sous nos pieds, nous enfonçant toujours plus dans cet endroit horrible. Enfin, la lueur de la lampe à huile dans la petite pièce au-dessus apparut à l'horizon. Je m'élançai dans le tunnel, Benoît juste derrière moi. C'est alors que je l'entendis. Une voix, celle d'une femme, douce et lointaine, résonnant des profondeurs derrière nous. « Revenez !» appelait-elle, basse et sucrée, « s'il vous plaît, revenez !»« Ne l'écoute pas, continue de courir !» cria Benoît, la voix rauque et désespérée. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise 2 fois. Mes mains étaient en sang, mes genoux hurlaient, mais je rampais comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. La lumière du jour me frappa comme un marteau. Je trébuchais hors du tunnel et m'effondrais au sol, haletant, cherchant de l'air qui ne sentait pas la mort et la pourriture. Benoît émergea une seconde plus tard, le visage trempé de sueur, les mains tremblantes. Nous avons prévenu les autres à propos du C4, leur disant de rester à l'écart. Mais c'était tout ce que nous avons dit. Pas un mot sur l'autel, les bougies, la statue. Nous sommes restés là, silencieux, éloignés de l'entrée, fixant le sol, attendant. L'explosion a été un bruit sourd, lointain. La terre a tremblé et un jet de terre a fusé du tunnel comme si le sol lui-même avait expiré. Benoît et moi avons poussé un souffle simultané sans même nous rendre compte que nous retenions notre respiration. C'était fini. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais voici le problème avec des moments comme celui-là. Ils restent avec vous, hantant les recoins de votre esprit bien après que la poussière se soit installée. Et les questions? Oh, les questions! Jusqu'à ce jour, une question me hante plus que toutes les autres. Elle me ronge dans les heures silencieuses, quand l'obscurité se rapproche et que je peux encore sentir cette odeur de cette maudite pièce. Qui diable était en train de maintenir les bougies allumées? On ne quitte jamais vraiment le Vietnam. C'est la vérité qu'on ne vous dit pas quand il vous expédie là-bas, les yeux brillants et pleins de courage, pensant que vous reviendrez un héros. Les cauchemars en prennent soin. L'odeur de la mort et de la terre humide s'accroche à votre âme, et le silence qui vous suit chez vous est pire que les balles jamais ne l'ont été. Je m'étais juré de ne pas parler beaucoup du Vietnam, surtout pas des tunnels à l'ouest de Da Nang, mais sachez ceci, Benoît et moi sommes sortis de ces tunnels vivants, mais c'est à peu près tout. On nous a soignés, on a décidé qu'on n'était plus fait pour les tunnels, et on nous a répartis dans des pelotons séparés dans l'infanterie mécanisée. 1 mois plus tard, lors d'une mission de recherche et de destruction, un rookie a fait exploser un Claymore piégé. Un de nos gars, en plus. Ses jambes étaient en partie avant que la poussière ne se soit déposée. J'ai pris une tempête de métal et d'os à travers le torse. La prochaine chose que je sais, c'est que je me trouvais à Kanzama, un hôpital militaire au Japon. Chez soi, qu'il disait. Mais ça ne ressemblait en rien à chez moi. Ils ont enlevé la plupart des éclats d'obus lors de 2 opérations, mais les nuits dans cet hôpital bondé étaient un autre genre d'enfer. Des hommes hurlaient jusqu'à ce que leur voix se brise, pleuraient pour des mères qui ne pouvaient pas les entendre. Et l'odeur,
Elle m'a immédiatement ramené dans ce tunnel, comme si la guerre était toujours là, respirant dans mon cou. Quand ils m'ont transféré dans un vieil asile, je n'ai pas protesté. L'endroit était en ruine, à peine fonctionnel, mais il était calme. Une quinzaine de patients seulement, la plupart avec des blessures mineures. Pas de hurlements, pas d'odeur. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais capable de respirer. J'aurais dû m'en douter. Ils sont venus me chercher un soir, 2 médecins américains et une infirmière japonaise. Le premier, rigide et sévère, semblait penser qu'il pourrait me juger d'un simple regard. Le deuxième, un psychiatre avec des lunettes étroites, avait l'air de déjà cataloguer ma dépression. L'infirmière se tenait derrière eux, silencieuse, ses yeux fuyants alors qu'elle griffonnait des notes. « Comment allez-vous émotionnellement » demanda le psychiatre. Sa voix était calme, presque douce. « Des pensées dérangeantes ? Je comprends que vous étiez un commando de tunnel. » J'essayais de jouer le jeu. « Des cauchemars, dis-je, forçant un tremblement dans ma voix. Parfois, je pense à me faire du mal. Ce n'était pas vrai, mais je pensais que cela pourrait être ma porte de sortie. Le problème, c'est que je n'ai jamais été doué pour mentir. Ils ont tout vu. « Qu'avez-vous vu dans les tunnels ?» demanda le psychiatre, son ton calme mais insistant. J'hésitais. Je ne pouvais pas leur dire. Si je le faisais, ils m'enverraient dans une chambre capitonnée aux États-Unis, et je ne verrais plus jamais la lumière du jour. Alors j'ai laissé tomber le masque. « Doc, je suis allé dans le tunnel le plus profond et le plus sombre que vous puissiez imaginer. Si je vous disais ce que j'ai vu, vous ne me croiriez pas de toute façon. Écrivez ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. » Les lèvres du premier médecin se retroussèrent en de désapprobation, mais c'est l'infirmière qui attira mon attention. Son stylo s'immobilisa à mi-chemin, son visage devint aussi pâle que la mort, et ses yeux se figèrent sur les miens comme si j'avais dit quelque chose de terrible. Elle ne parla pas. Elle resta là, debout, fixant, sa peur coupant l'air comme un couteau. « Bon, » dit le psychiatre après un silence inconfortable. « On reviendra vous voir demain. Essayez de vous reposer. » L'infirmière ne bougea pas quand ils partirent, son visage pâle restant dans l'encadrement de la porte comme un fantôme. Je me suis couché, avec un malaise au fond du ventre. Ils allaient me renvoyer au Vietnam. Je le sentais dans mes os. Cette nuit-là, je me réveillais au son d'un chuchotement, une voix de femme, douce et urgente. Mon cœur fit un bond, mais lorsque je regardais autour de moi, l'infirmerie était silencieuse. Trop silencieuse. Le chuchotement continua, venant du couloir voisin. Je traînais mon corps hors du lit, mon chariot de perfusion grinçant à chaque mouvement. La voix, elle me semblait familière, trop familière. Je me dis que c'était sûrement l'infirmière, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. C'était autre chose, quelque chose des tunnels. Et quoi que ce soit, cela m'avait suivi ici. On apprend vite dans un endroit comme celui-là. Ne jamais se promener dans les couloirs sans armes, même si ce n'est que la paranoïa qui ronge les bords de votre raison. J'ai fouillé la station de soins déserte jusqu'à ce que je trouve un scalpel caché dans l'un des tiroirs. Ce n'était pas grand-chose, mais ça devrait faire l'affaire. Tenant le chariot de perfusion d'une main et le scalpel de l'autre, je me suis dirigé lentement vers les grandes portes en bois qui menaient au couloir suivant. Les lumières vacillaient dans ce couloir comme quelque chose tout droit sorti d'un mauvais rêve, les ampoules faibles, bourdonnant et projetant une lueur malsaine sur les murs écaillés. Au bout du couloir, une femme se tenait près de la fenêtre, sa silhouette à peine visible contre la nuit obscure. Je m'avançai vers elle lentement, le scalpel en avant, les chuchotements effleurant mes oreilles comme un vent froid. « Profanateur, viens à la Maison Rouge » disèrent les chuchotements, d'abord faibles, mais devenant plus forts à chaque pas que je faisais. Mon chariot se prit dans un carreau fissuré. Le bruit perça le silence comme un coup de feu. La femme se tourna brusquement et se dirigea vers moi, rapidement, trop vite. Mon pouls s'emballa et je levai le scalpel, prêt à affronter ce qui allait venir. Mais c'était l'infirmière. Une cigarette allumée pendait à ses doigts, et son expression oscillait entre irritation et inquiétude. « Tu ne devrais pas être hors du lit », dit-elle dans un anglais presque parfait, sa voix calme, mais pas dénuée de bienveillance. « Pourquoi tu me chuchotais ?» demandai-je, toujours serrant le scalpel, mes phalanges blanches autour du manche. Elle fronça les sourcils, clairement confuse. Je ne chuchotais pas. « Si, tu l'as fait. Tu m'as appelé profanateur. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ma voix se brisa, plus à cause de l'épuisement que de la peur. Son visage perdit toute couleur, ses yeux s'élargirent de terreur. La cigarette glissa de ses mains, fumant lorsqu'elle toucha le sol. « Tu n'es pas en sécurité ici, au Japon, ni même au Vietnam, dit-elle, sa voix tremblante. Ils viendront pour toi. » Qui ? Ma gorge se serra en parlant. Qui viendra pour moi ? Je ne sais pas comment ils s'appellent. Chaque endroit a un nom différent pour eux. Ici, au Japon, on les appelle la peste silencieuse. Tout ce que je sais, c'est qu'ils viendront pour toi. Peut-être seras-tu en sécurité si tu rentres en Amérique. Ces mots flottèrent bas dans l'air, n'offrant aucune consolation, seulement de la terreur.
Tu dois m'aider, suppliai-je, la désespérance faisant vibrer ma voix. Convainc les médecins que je suis fou, s'il te plaît. Elle hésita, ses mains tremblant, puis tendit une main vers moi. Donne-moi le scalpel, dit-elle doucement. Je le lui remis, et la prochaine chose que je sus, ce fut la douleur qui déchira mon bras. Elle m'avait tranché. Je rugis de douleur alors que le scalpel tomba au sol. C'est la seule façon, dit-elle, pressant ses mains contre la plaie pour arrêter le saignement. La réalisation m'asséna comme un train en pleine vitesse. Elle était en train de simuler ma crise. Mon cri fit accourir les brancardiers. « Apportez des bandages! Il essaie de se suicider !» cria-t-elle, sa voix aiguë et autoritaire. Un brancardier courut chercher des fournitures, tandis que l'autre me rattrapait alors que je m'effondrais, plus pour le spectacle que pour la perte de sang. La coupure n'était pas profonde, mais cela suffirait. Ils me recousirent et me remirent au lit. La nuit suivante, le psychiatre revint, le carnet de notes à la main. Cette fois, il était seul. « Tu entends des voix ou des chuchotements ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais son regard perçant. « Non », répondis-je rapidement, trop rapidement. « Intéressant. » Il ajusta ses lunettes, son expression impénétrable. « On a eu un soldat de Louisiane ici il y a environ 3 semaines, un autre commando de tunnel. Il affirmait, lui aussi, entendre des chuchotements. Mais il n'a jamais pu me dire ce qu'il disait. Ce pauvre type a fini par rentrer chez lui. Son ton était clinique, mais ses yeux brûlaient d'une intensité plus sombre, de la curiosité peut-être, ou quelque chose de pire. Si tu entendais des chuchotements, continua-t-il en se penchant en avant, et qu'ils te disaient en quelque chose, un secret peut-être, tu me le dirais, non ? Je n'entends rien, répondis-je, en forçant ma voix à se faire ferme. Il me scruta longuement avant que le feu dans ses yeux ne s'éteigne. Tu seras transféré dans un hôpital aux États-Unis, dit-il d'une voix plate. Un psychiatre te sera assigné là-bas. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Il sourit alors, un sourire mince et perturbant, puis tourna les talons. Il savait que je mentais. Cette nuit-là, un militaire me fit monter dans un C-130, l'avion étant rempli d'hommes brisés, physiquement, mentalement ou les deux. Certains étaient comme moi, désespérés de fuir le Vietnam, mais contrairement à eux, j'entendais des voix. Pourtant, je n'étais pas fou. Lorsque l'avion décolle, j'enlevai mes plaques d'identité, passant mes doigts sur le métal froid avant de les glisser dans mon sac. Quand j'ouvris la fermeture éclair, ma respiration se bloqua dans ma gorge. Là, elle était, une petite réplique en argile grossièrement façonnée de la statue dorée que j'avais vue dans les tunnels. Elle me regardait, ses yeux vides remplis de secrets que je ne voulais pas découvrir. Je refermai rapidement le sac, mais cela n'avait plus d'importance. On ne peut pas fuir quelque chose comme ça, ni au Vietnam, ni au Japon, et certainement pas en Amérique. Quand je rentrais chez moi, on pourrait penser que la vie se serait réorganisée, que tout reviendrait à la normale. Mais ce ne fut pas le cas, pas vraiment. Pendant les premières semaines, je restais coincé à l'hôpital. Le psychiatre, débordé et distrait, finit par conclure que je ne représentais pas une menace pour moi-même, ni pour les autres, et signa mes papiers de sortie. Voilà, c'était fait. Une fois dehors, j'essayais de retrouver Benoît. Dieu sait que j'ai essayé, mais l'homme avait disparu comme de la fumée. Hors réseau, comme on dirait maintenant, mais à l'époque, c'était plus simple. Il suffisait de ne pas laisser son nom dans l'annuaire, et on devenait un fantôme. Je réalisais que je ne le connaissais que peu, malgré ces 8 mois passés, presque collés l'un à l'autre au Vietnam. Je savais qu'il venait de quelque part à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, qu'il avait une sœur nommée Marie. Pas exactement des indices qui m'auraient permis de le retrouver. Au bout d'un moment, j'abandonnais. Je me disais qu'il valait mieux tout enterrer. Le Vietnam, le tunnel, la voix de la femme, mais une chose refusait d'être oubliée. Cette foutue statue. Elle me hantait, même enroulée dans un tissu et jetée dans un coin, sa présence persistait. Un jour, je décidai de m'en débarrasser. J'ai fait comme tout le monde à New York quand il s'agit de bagages encombrants. Je l'ai jeté dans l'East River. Qu'elle coule et rejoigne les armes de la mafia et les squelettes de la ville. Bon débarras. Pendant un moment, la vie fut simple, bien que pas facile. Un petit chèque d'invalidité coula lentement de la part de l'oncle Sam, et je pris des petits boulots quand je pouvais. New York en 69 n'était pas un endroit pour les cœurs sensibles. Les grèves des éboueurs rendaient les rues nauséabondes et l'agitation était permanente. Émeutes, manifestations, il y avait toujours quelque chose qui brûlait. Même le Greenwich Village, où je vivais, n'était pas épargné. La criminalité ? Un pari quotidien. Je ne sortais jamais sans mon pistolet et je dormais léger, toujours à l'écoute du grincement des planchers. 6 mois passèrent ainsi. Survivre, pas vivre. Puis, une nuit, le téléphone sonna. Un bruit rare en soi, car mes appels étaient principalement des télévendeurs tentant de me vendre des bricoles. Je décrochais avec mon habituel ton charmant. « Écoutez, je ne veux ni de radiateur, ni d'assurance vie, ou de n'importe quelle connerie que vous essayez de vendre. Foutez le camp. » Il y eut une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis ce qui semblait une autre vie. « C'est Philippe. Philippe Benoît,
toujours aussi poli, je vois. Je me figeai, le combiné soudainement froid dans ma main. Benoît? Jésus, mec, je t'ai cherché. Quand je suis revenu, j'ai essayé. Je sais, me coupa-t-il. J'étais à la Nouvelle-Orléans. Écoute, je peux pas dire grand-chose au téléphone, mais j'ai reçu un colis étrange. Quelqu'un m'a trouvé. Je n'avais même pas besoin de lui demander ce qu'il y avait dans le colis. Je le savais. Mon estomac se serra, lourd comme du plomb. Tu crois que tu peux venir ici? J'ai un boulot pour toi, et tu peux rester chez moi si tu as besoin d'un endroit. Ou New York te garde occupé? Je jetai un coup d'œil par la fenêtre sale, sur le chaos en dessous. 2 flics battaient un pauvre type pendant qu'une petite foule hurlait et jetait des bouteilles. Non, dis-je, rien ne me retient ici, j'arrive dans quelques jours. Benoît énuméra une adresse précautionneux, comme si quelqu'un pouvait écouter. Le lendemain matin, je fis mes bagages, les fourrai dans le coffre de mon Impala fatigué et pris la route. Je ne pris même pas la peine de prévenir mon propriétaire, qu'il garde le dépôt. Certains pourraient dire que je suis fou d'être allé à la Nouvelle-Orléans. Peut-être que je l'étais. J'aurais pu raccrocher, laisser Benoît et les souvenirs derrière moi. Mais ce n'est pas dans ma nature. On avait traversé l'enfer ensemble, l'enfer réel, pas celui des histoires de guerre. Celui avec des tunnels sombres et des chuchotements qui n'étaient pas humains. Je ne pouvais pas le laisser affronter ça seul. La route s'étendait devant moi, chaude et interminable. Le soleil d'été faisait cuire l'asphalte, mais je conduisais sans m'arrêter, poussant vers le sud. Les grandes villes, je les évitais comme la peste. Les nuits étaient m'en dépassées dans des motels bon marché et des sommeils agités. La dernière nuit avant la Nouvelle-Orléans, je m'arrêtais dans un endroit délabré près d'une ville poussiéreuse, 1 heure après Birmingham. Le motel était une relique. Sa réception, tenue par un homme d'âge moyen qui avait l'air de ne pas avoir souri depuis qu'Eisenhower était président. Une photo accrochée au mur attira mon attention, une version plus jeune de lui en uniforme, probablement de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe, peut-être. Le genre d'homme qui avait vu ses propres fantômes et savait mieux que quiconque de ne pas poser de questions sur ceux des autres. Le propriétaire du motel me tendit la clé avec un sourire maîtrisé, ses yeux scrutant les miens comme s'il tentait de percer mes intentions. « Long voyage, on dirait que vous avez bien morflé. Vous allez où ?»« Houston, mentis-je en manipulant mon sac. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'avais menti. Peut-être à cause de la paranoïa, peut-être de l'instinct. Les chances pour que les mystérieux bienfaiteurs de la statue remplissent tous les motels anonymes entre New York et la Nouvelle-Orléans semblaient minces, mais je ne prenais pas de risque. Cette nuit-là, je m'effondrais sur le lit, habillé, l'épuisement me tirant sous avant même que ma tête ne touche l'oreiller. Ce ne fut pourtant pas un sommeil réparateur. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Une voix de femme chuchotait, douce, rythmée, implacable. « Déshonneur, viens à la Maison Rouge. » Je me redressai d'un bond, pris mon pistolet dans mon sac et le fourrai dans le dos de mon pantalon. La voix ne cessait pas. Je la suivis hors de la chambre, descendant les escaliers grinçants jusqu'au rez-de-chaussée. Elle devenait plus forte, m'attirant vers la machine à soda au fond du parking, sa lumière rouge pâle brillant de façon inquiétante dans l'obscurité. « Déshonneur !» Le mot semblait se glisser à l'intérieur de mon crâne, s'enroulant autour de mes pensées. Je murmurais à peine conscient de ma propre voix. Je ne suis pas un putain de déshonneur. Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Tu veux me déshonorer? La voix n'était plus dans ma tête, elle était réelle. Je me tournai pour voir une femme appuyée contre la machine à soda. Son allure était trop raffinée, son maquillage trop parfait pour ce motel miteux, une prostituée. Du moins, c'était ce qu'elle voulait, que je pense. « Excusez-moi, marmonnai-je, je parle juste tout seul. » Elle sourit comme un chat, jouant avec une souris. « Tu cherches une compagnie ?»« Non, merci, » répondis-je rapidement. Les chuchotements avaient cessé, mais ma peau était toujours parcourue de frissons. « Vraiment? C'est loin jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Je pourrais t'aider à te détendre. » Elle se lécha les lèvres, ses yeux m'observant. Mon ventre se tordit, mais je forçai une réponse calme. « Je vais à Houston. » Son sourire s'aiguisait. « C'est drôle, le propriétaire m'a dit que tu allais à la Nouvelle-Orléans. » Je me figeai. Eh bien, le propriétaire se trompe. Elle incline la tête, sa voix devenant un murmure bas. C'est ce que je lui ai dit quand il a dit que tu allais à Houston. Mais ensuite, je l'ai charmé, et il a laissé échapper que tu avais une carte pour la Nouvelle-Orléans dans ton sac. Ma main me démangea d'attraper mon arme. Peut-être que ton charme n'est pas aussi persuasif que tu le crois. Son visage se durcit, la lueur de la machine à soda transformant ses traits en quelque chose d'inhumain. Ses yeux brûlaient, de la même rage fanatique que j'avais vue auparavant, à l'hôpital. « Oh, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable !» cracha-t-elle, sa voix venimeuse. Je tendis la main vers mon arme, mais elle avait déjà disparu, se fondant dans les ombres. Sa voix flotta de nouveau, moqueuse. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. La poursuivre aurait été un suicide. »
À la place, je courus vers le bâtiment de la réception. Si elle avait appris quoi que ce soit du propriétaire, je devais savoir. La réception était étrangement silencieuse, le comptoir désert. Je sonnais, pas de réponse. Frustré, je passai derrière le comptoir et poussai la porte du bureau à l'arrière. L'odeur me frappa en premier, métallique, aiguisée, inoubliable, du sang. Mon estomac se tordit alors que je me couvrais le nez. Le propriétaire était allongé sur le sol, la bouche scotchée, des éclats de verre enfoncés dans ses orbites. Je jurais sous ma respiration. Il avait résisté à ces tortures, plus coriaces que je ne l'avais cru. Mais elle avait veillé à laisser un message clair et net. Je n'allais pas traîner pour attendre la police. Peut-être que tout ça était un piège, peut-être pas. De toute façon, je n'étais pas là pour jouer les enquêteurs. J'essuyais la poignée de la porte du bureau avec ma manche et retournai dans ma chambre, me forçant à rester calme. Je préparai mon sac, montai dans l'Impala et pris la route dans la nuit. Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, mes pensées s'emballaient. Quelles que soient ces personnes, elles voulaient en quelque chose de moi, quelque chose lié au chuchotement. C'était la seule raison pour laquelle je respirais encore. Mais combien de temps avant qu'elle ne décide que la torture était plus simple que le trac? Je me tortillais dans le siège, mon pistolet me creusant le dos. J'ouvris la boîte à gants pour y ranger l'arme. En ouvrant la boîte, quelque chose tomba et se retrouva sur le sol de la voiture. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà ce que c'était, la statue. Mes mains se crispèrent, sur le volant. Ma mâchoire se contracta. Peu importe le jeu dans lequel j'étais déjà trop impliqué pour pouvoir en sortir. J'appuyais sur l'accélérateur, l'Impala avalant les kilomètres. La Nouvelle-Orléans m'attendait, et avec un peu de chance, Benoît aussi. Il avait toujours un plan. Mon Dieu, j'espérais qu'il en avait encore un. L'Impala gémit sous la pression, le moteur tremblant comme une boîte de conserve pleine de clous, mais je n'osais pas relâcher la pédale. La nuit semblait s'étirer à l'infini, noire et lourde comme la culpabilité, et lorsque j'atteignis le lac Pontchartrain, le ciel commençait à saigner de l'aube. L'eau, sous la lumière jaune et douce du matin, semblait presque sereine, si on faisait abstraction de la boue brune qui battait les rives. C'était une métaphore parfaite pour la ville qu'elle bordait, une façade magnifique cachant quelque chose de pourri sous la surface. Les instructions de Benoît avaient été cryptiques, comme toujours. Va dans le quartier français, trouve une cabine téléphonique et appelle le numéro qu'il m'avait donné. Pas d'explication, pas de formalité, juste sa voix, tendue de précipitation, et une promesse qu'il s'occuperait du reste. Le quartier français n'était pas la Disneyland des ivrognes que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était un labyrinthe de ruelles étroites et de peintures écaillées, l'air lourd de bières rances et de sueur de marins en permission. C'était rugueux, dangereux, et exactement le genre d'endroit où un homme comme moi, tout juste sorti d'une scène de meurtre, pouvait disparaître sans laisser de traces. Un endroit où les ennuis ne se contentèrent pas de vous trouver. Ils étaient vous. Je me garai près d'une cabine téléphonique, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule comme un cliché paranoïaque. Pièce en main, je composais le numéro. Chaque sonnerie semblait étirer le temps, le tendant, jusqu'à ce que je pense qu'il allait se rompre. Enfin, un déclic. « C'est moi », dis-je, gardant mes paroles courtes. Pas de nom, pas de détails. « Je commençais à me dire que t'avais pas survécu là-bas », répondit Benoît, un soulagement évident dans sa voix. « Y a failli avoir un truc qui m'a eu. Je te raconterai quand on se verra », murmurai-je, scrutant la rue à travers la vitre tachée de la cabine. Il me donna une adresse. Pas de bavardage, pas d'explication, juste des directions. Ce n'était pas loin, quelques blocs plus bas, dans une rue plus calme. Je conduisis l'Impala tout sautant comme si elle rendait son dernier souffle et me garai devant un petit magasin étrange. L'enseigne portait l'inscription « Les articles généraux et fournitures de Marie ». Ce n'était pas ce à quoi je m'étais attendu. J'avais imaginé un immeuble d'appartements sordide ou un bar miteux, pas... Ça, des rideaux noirs pendaient lourdement aux fenêtres, donnant à l'endroit une atmosphère de salon funéraire. La porte grinça quand je la poussai, et une petite cloche au-dessus tinta. L'odeur me frappa en premier, épaisse et étouffante, un mélange d'herbes brûlées et de quelque chose de métallique qui fit se serrer mon estomac. À l'intérieur, le magasin était encombré de vieilleries poussiéreuses et ce que je ne pouvais qualifier que de paraphernalia vaudou. Des masques fixèrent les murs, des bocaux d'éléments indéfinissables couvraient les étagères, et quelque chose qui ressemblait étrangement à un crâne humain reposait sur le comptoir. Je ne savais pas grand-chose sur le vaudou ou le houdou, ou peu importe la variation ici, mais je savais assez pour sentir que je ne devrais pas être là. « Tu l'as fait ». Benoît sortit de derrière le comptoir, son visage s'éclairant d'un sourire. Avant que je ne puisse dire un mot, il m'attrapa dans une accolade, me frappant dans le dos si fort que mes côtes en tremblèrent. Doucement, respirai-je, riant malgré moi. « Je suis en un morceau pour l'instant. »« Content de te voir, mec, » dit-il, me relâchant, mais me tenant toujours par les épaules. Je commençais à me dire que tu n'allais jamais arriver. T'as pas appelé pendant des jours. J'ai failli ne pas le faire, avouai-je, ma voix devenant plus basse.
La route n'a pas été de tout repos. Il hocha la tête, comme s'il comprenait bien plus que ce que j'avais dit. Mais le magasin autour de nous exigeait des réponses, et la curiosité me força à poser la question. Je faisais un geste vers les étagères, les rideaux, l'étrangeté générale. « Maryse, c'est quoi cet endroit? Le business parallèle de ta sœur ou quoi ?» Tout a commencé avec la boutique. Enfin, la boutique et la statuette. Benoît balaya du bras les étagères encombrées, remplies de bibelots étranges, poussiéreux et de bocaux contenant qui sait quoi. C'était celle de ma grand-mère, dit-il, la voix basse et mesurée, comme s'il m'avouait un secret auquel il n'était pas certain que je sois prêt. Ma sœur porte son prénom. Elle est morte juste après qu'on nous ait envoyés au Vietnam. Ma sœur a géré cet endroit pendant que j'étais à l'étranger, mais dès que je suis rentré, elle est partie à L.A. Elle s'est mise en tête de devenir chanteuse. Ma grand-mère lui avait laissé un peu d'argent. Moi, je me suis retrouvé avec cette vieille boutique flippante. Son sourire était aussi mince que la lumière qui perçait à travers les rideaux épais. « Et les gens achètent vraiment ces trucs ?» demandai-je en désignant un tas de plantes séchées qui ressemblaient à ce que l'on pourrait trouver dans le garde-manger d'une sorcière. « Les affaires les vont bien, » répondit Benoît en haussant les épaules. « La boutique est assez discrète pour que les touristes aient l'impression d'avoir découvert un trésor vaudou caché. 95% de ces trucs sont inoffensifs. Et les 5% restants ?» Ma voix sortit plus sèche que je ne l'avais prévu. Benoît marqua une pause, son sourire s'effaçant. « Ça, c'est pas pour les touristes, c'est pour l'arrière-salle. D'ailleurs, » ses yeux s'assombrirent alors qu'il tournait la clé dans la serrure de la porte de la boutique. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur la route? Je hésitais, mais quelque chose dans son ton me fit déballer presque toute l'histoire. L'hôpital au Japon, le motel, la femme, et bien sûr, la statuette. Je laissais de côté le meurtre du propriétaire du motel et les chuchotements. Benoît n'avait pas besoin de savoir ça, pas encore. Son visage se fit plus grave à chaque mot. « J'ai reçu la même statuette, dit-il finalement. Elle est arrivée par la poste à mon ancienne adresse. Pas de nom d'expéditeur, pas de cachet postal. Elle aurait pu y être depuis mon retour du Nam. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite essayé de t'appeler. » Il désigna les étagères. J'ai fouillé chaque livre de cette boutique. Rien. Pas un mot sur cette statue ni sur la femme qui est gravée dessus. Alors, quoi maintenant? Demandai-je, ma poitrine se serrant. J'ai contacté l'université de Bâton Rouge. Ils m'ont dirigé vers un professeur retraité, un type qui se spécialisait dans les religions anciennes. Il vit perdu dans la cambrousse, au milieu de nulle part. Sa maison est sympa, mais le jardin ressemble presque à un marécage. Est-ce qu'il savait ce que c'était? Demandai-je, retenant presque mon souffle. Un peu. La voix de Benoît se fit plus basse. Il m'a dit que c'était pas vraiment africain ou américain, plutôt une sorte de réplique moderne d'un truc plus ancien. Il l'a appelée la mer silencieuse. Une déesse ancienne vénérée dans les villes côtières il y a 1000 ans. Apparemment, elle pouvait accorder le bonheur éternel à ceux qui adoraient son temple. Le problème, c'est que personne ne sait où est son temple. Il n'existe peut-être même plus. Je repensais au tunnel au Vietnam. Les gens dans ce tunnel n'avaient pas l'air d'avoir trouvé le bonheur éternel. Et ce n'était pas un temple, juste un sanctuaire. Benoît hocha la tête d'un air sombre. J'ai laissé la statuette chez lui. Il m'a dit qu'il allait creuser plus profondément et me tenir au courant. C'était il y a 2 jours. J'ai essayé de l'appeler toute la matinée, mais il ne répond pas. « On doit y aller, maintenant » dis-je en attrapant ma veste. « Et prends une arme. » Benoît hésita. « On ne devrait pas attendre un jour de plus. » Il n'a peut-être plus un jour de plus. La route qui sortait de la ville s'étendait vers l'ouest, l'air lourd de chaleur qui faisait tout trembler. Benoît conduisait, les mains serrées sur le volant. « Tu as dit que le tunnel au Vietnam te rappelait quelque chose » insistai-je. Benoît ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Quand j'avais 14 ans, il y avait ce conseiller municipal local. On l'a accusé de mauvaises choses, très mauvaises, mais il était blanc et puissant. Il s'est acheté une sortie de prison. La communauté n'était pas contente de ça. Il marqua une pause, sa mâchoire se serrant. Une nuit, ma grand-mère m'a emmené à une cérémonie, perdue en plein milieu de nulle part. Mon souvenir de cette nuit est flou, comme si j'essayais de regarder une vieille cassette VHS à travers la neige de l'image. Mais certaines choses sont trop nettes, trop vives, pour être oubliées. Les chants étaient la première chose que j'ai remarquée. Bas, gutturaux, rythmiques, comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien. Il y avait des dizaines de personnes, peut-être plus, entourant le conseiller. Il se tenait là, trempé de sueur dans sa chemise blanche, un prêtre vaudou dominant au-dessus de lui, un gourde sculpté dans la main. Ils l'ont forcé à boire quelque chose, un liquide noir et sirupeux qui s'accrochait au bord du gobelet comme s'il était vivant. Dès que cela toucha ses lèvres, quelque chose changea. Ses yeux devinrent ternes, comme si une partie de lui qui le rendait humain venait d'être débranchée.
Il obéissait à chaque ordre que le prêtre hurlait, marcher, sourire, sauter, comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Et puis, comme ça, ils le laissèrent en partir. Il s'éloigna dans la nuit, pieds nus et visage vide. Les flics le retrouvèrent, quelques heures plus tard, marchant sur une route de campagne. Il ne parla pas de la cérémonie, et les journaux disaient qu'il semblait bien, mais un peu étourdi. Mais quelques jours plus tard, sa femme le vit répondre à un appel téléphonique pendant le dîner. Personne ne sait qui était au bout du fil, mais après avoir raccroché, il entra dans la cuisine, prit un couteau et se trancha la gorge. Calmement, silencieusement, comme s'il avait coché un point sur une liste de choses à faire. « Putain, Benoît !» marmonnai-je en essayant de chasser cette image de ma tête. Belle façon d'égayer l'ambiance. Benoît haussait les épaules, les yeux fixés sur la route. J'ai jamais dit que c'était une histoire joyeuse. Je dis juste que j'ai déjà vu des trucs bizarres. Peut-être pas exactement comme ceux qu'on a vus dans les tunnels, mais assez proches. On tomba dans un silence pesant après ça, la voiture vrombissant sur la route étroite et déserte. L'air devenait de plus en plus lourd à mesure qu'on avançait, imprégné de l'odeur du marécage et d'autres choses que je n'arrivais pas à nommer. Une heure plus tard, on tourna sur une piste de terre à peine assez large pour la voiture. Les roseaux poussaient haut de chaque côté, et le soleil déclinait rapidement, teintant le monde d'un orange maladif. « Plus qu'un mile à faire, » dit Benoît, la voix tendue. Le feu n'était pas juste un décor, il était vivant, une bête, rugissante, qui léchait les murs et crachait de la fumée noire épaisse qui se courbait au-dessus de nos têtes comme quelque chose d'un cauchemar. Benoît et moi, nous tenions au-dessus du corps sans vie du professeur, les flammes peignant la pièce d'un orange infernal. Je ne pouvais pas distinguer son visage clairement à travers la brume, mais la terreur dans les yeux de Benoît aurait presque crié pour moi. « Vérifie les tiroirs, je m'occupe de ces poches », ordonna Benoît, sa voix tendue mais calme. « Et les empreintes ?» demandai-je, la voix tremblante de panique. « Tu rigoles ?» répondit-il, pratiquement sifflant entre ses dents. « Dans 5 minutes, il n'y aura plus de corps, encore moins d'empreintes. » Je ravala ma bêtise et me précipitai vers le bureau, fouillant les tiroirs pendant que Benoît grimaçait et fouillait les poches du professeur. Le bâtiment autour de nous grognait, un bruit profond et guttural, comme s'il mourait avec son propriétaire. Au-dessus du rugissement des flammes, la structure tremblait, craquait de manière sinistre, comme pour nous avertir qu'elle ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Puis je les trouvai, des feuilles minces et fragiles, cachées dans les recoins du bureau. Je plissai les yeux sur les mots tachés de fumée, à peine lisibles, mais une phrase sauta aux yeux. « Mère silencieuse. Pour ceux d'entre vous trop jeunes pour savoir, ce sont des frottis, la manière dont les gens faisaient des copies, avant qu'on ait des scanners et des smartphones dans chaque poche. Peut-être même que vous ne savez même pas ce qu'est une photocopieuse. Mon Dieu, je me sentais vieux rien qu'en y pensant. Benoît, regarde !» toussai-je, levant les papiers. Ses yeux s'écarquillèrent, la lueur de la reconnaissance perçant sa peur. « On doit y aller, maintenant. » Pas de débat là-dessus. Comme pour lui donner raison, la maison émit un gémissement glacial, un bruit trop humain pour être réconfortant. On se précipita, courant vers la porte d'entrée. La chaleur était insupportable maintenant, des vagues de chaleur nous frappant le dos tandis que des poutres en bois s'effondraient autour de nous. La voiture était là, et on n'a pas perdu une seconde. Benoît s'installa derrière le volant, tandis que je me jetai sur le siège passager, la maison devenant un inferno qui s'effondrait derrière nous. Le moteur rugit, les pneus hurlant dans la boue et le gravier alors qu'on sortait en trombe de l'allée. Dans le rétroviseur, je vis le toit s'effondrer complètement, les flammes engloutissant tout sur leur passage. « Les frottis ?» demanda Benoît, les yeux toujours rivés sur la route. Je fouillai dans ma poche et en sortis les papiers, mes mains tremblant alors que je parcourais les feuillets. L'écriture était faible, presque fantomatique, mais des sections étaient comme soulignées en rouge vif et enragé. Au dos, il y avait des notes griffonnées. Une attira mon attention. « PS, monsieur Benoît », lus-je à voix haute, ma voix éraillée par la fumée. « Il vaut la peine de mentionner que votre statuette semblait creuse. Avez-vous envisagé de la briser? C'est une réplique moderne bon marché, après tout. Quant à votre question concernant la Maison Rouge, veuillez consulter mes notes supplémentaires. »« La Maison Rouge ?» demandai-je en le regardant. La prise de Benoît sur le volant se resserra. « Je voulais pas t'effrayer, mais j'entends des choses. Des voix. Elles commandent d'aller à cette Maison Rouge. » Je le fixais, un poids glacial se posant dans mon estomac. « Benoît, je savais déjà que tu entendais des voix. Ce psy à Kanzama me l'a dit. Mais entendre la même voix que moi? Pas de secret, d'accord? Plus aucun. » Il soupira, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « D'accord, plus de secret. »« Bien, » répliquai-je vivement. « Parce que ce gentil propriétaire de motel dont je t'ai parlé, celui qui nous a aidés, il a été tué.
De la même manière que le professeur là-bas. La mâchoire de Benoît se crispa, et il me lança un regard tranchant comme de l'acier. « Tu me fais la leçon sur les secrets, et toi, tu gardes un meurtre pour toi? Tu te fous de moi ?» Nous ne parlâmes plus jusqu'à ce que nous arrivions à la boutique. Quand on y arriva, on était épuisés, les visages couverts de suie, les yeux rouges et enflammés. Benoît ouvrit la porte, et nous entraînant, nous avancions comme des damnés. Il se dirigea droit vers l'arrière-salle, où je le suivis en traînant des pieds. La pièce n'était pas grande, juste assez pour un bureau et une petite salle de bain. Je jetai les frottis sur le bureau, puis me précipitai vers l'évier. L'eau froide sur mon visage était un pur soulagement. Benoît prit à son tour, gémissant de soulagement avant de s'effondrer dans la chaise. Il prit les papiers, plissant les yeux sur les passages soulignés. Les adeptes de la mer silencieuse croyaient qu'elle pouvait offrir le bonheur éternel si l'on retrouvait son temple et libérait la peste silencieuse. Ceux qui l'adoraient régneraient sur ce monde en son nom. Les incroyants deviendraient des vaisseaux vides, leurs âmes capturées pour un tourment éternel par la mer silencieuse. « Jésus, murmurai-je, la poitrine nouée. Ça me semble trop familier. » C'est alors qu'on la vit, une mince colonne de fumée s'élevant au loin. « Dis-moi que ce n'est pas sa maison, » dis-je, l'estomac enserré. Benoît ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse. « C'est la seule maison sur cette route. » Nous accélérâmes, la piste de terre se transformant en gravier. Quand la maison apparut enfin, mon cœur se serra. C'était une vieille maison de plantation, petite pour ce genre de bâtisse, mais elle semblait encore imposante et inquiétante. Et elle était en feu. De la fumée noire et épaisse sortait par les fenêtres, mais les flammes ne l'avaient pas entièrement engloutie. Le feu était récent, délibéré. Benoît écrasa la voiture dans l'herbe haute et sauta hors du véhicule. Il courut vers un tonneau d'eau de pluie près du porche, y trempant la tête et s'imbibant de son t-shirt. Il le remonta sur son visage comme un masque de fortune. « Tu n'es pas sérieux » aboyai-je, le regardant se diriger vers la porte. « On n'entre pas là-dedans. »« C'est moi qui l'ai mis dans ce pétrin » rétorqua Benoît, la voix étouffée. « Je ne vais pas le laisser brûler. » J'hésitais, jurant entre mes dents, avant de suivre son exemple. L'eau était glacée. Un soulagement bref, avant que la chaleur suffocante ne me frappe. Nous nous tenions à la porte, la fumée nous entourant. Benoît enfonça la porte sans hésiter. La chaleur était une créature vivante qui nous griffait à chaque pas. La fumée flottait au-dessus de nous, un manteau noir qui épaississait à chaque seconde. Les hauts plafonds de l'ancienne maison nous offraient un peu de temps, mais pas beaucoup. « Son bureau est au fond !» cria Benoît, me montrant la direction. Quand nous arrivâmes au bureau, Benoît posa sa main sur la porte. « Elle est chaude. Reste sur le côté. » Il la donna un coup de pied, s'écartant immédiatement. La pièce était un véritable brasier. Les flammes léchèrent les murs, dévorant les poutres en bois. Mais ce n'était pas le feu qui me figea sur place. Le professeur était affalé sur son bureau, la tête reposant dans une mare de sang. Sa gorge avait été tranchée, la coupure si profonde qu'elle avait presque décapité son corps. Et puis, il y avait ses yeux, ou ce qu'il en restait. 2 éclats de verre dépassèrent de ses orbites, brillant sous la lumière des flammes, comme des bijoux obscènes. Benoît et moi restâmes là, les yeux rivés sur la scène, le rugissement du feu noyant tout le reste. Quelque part, au fond de ma poitrine, je sentis un frisson glacé. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette pièce en feu. Et à ce moment précis, je savais, nous étions bien au-delà de ce que nous pouvions gérer. Le temple de la mer silencieuse, dit-on, ne pouvait être découvert qu'en localisant 3 sanctuaires d'or dédiés à la mer silencieuse, disséminés à travers le monde. On prétend que ces sanctuaires possédèrent une force sinistre sur les mortels, incitant les incroyants à les toucher. Ceux qui cédaient étaient réduits en esclavage, leur volonté pliée à son service. Mais ceux qui résistaient, ceux qui avaient la force de s'éloigner, recevaient en récompense une partie de l'emplacement du temple. Les sources académiques rejettent généralement ces sanctuaires comme des mythes, mais il y eut une voix dissidente, un étudiant en médecine nommé Arthur Blake. Dans les années 1930, Blake affirma avoir trouvé 2 des sanctuaires lors de ses voyages à travers le nord de l'Europe et l'Afrique de l'Est. Il croyait que le temple se trouvait près d'une ville au bord de la mer, une ville ayant été durement disputée par les grandes puissances au cours de l'histoire. Blake était convaincu que cette ville était la Nouvelle-Orléans, bien qu'il ne fournît aucune preuve solide pour étayer sa théorie. Son article fut ridiculisé pour sa vagueur, soulignant les incohérences géographiques et historiques. Aucune civilisation n'avait jamais couvert les régions qu'il avait mentionnées, et la Nouvelle-Orléans n'avait été disputée par de grandes puissances qu'au XVIIIe siècle. Finalement, Blake se rétracta, attribuant ses conclusions à des rituels impliquant des substances psychédéliques auxquelles il s'était livré pendant ses recherches. Les mains de Benoît tremblaient.
ses articulations blanches, alors qu'il saisissait les papiers. « Tu penses tôt ce que je pense ?»« Ouais, murmurai-je. Le destin, c'est une saloperie. Tu as vécu près d'un temple hanté toute ta vie. »« Non, imbécile, répliqua-t-il, me tendant les papiers. Ce psychiatre de Kanzama. » La prise de conscience me frappa comme un coup dans le ventre. Oh merde, c'est pas étonnant qu'il nous colle au basque. Il cherchait le 3e sanctuaire depuis tout ce temps, et on l'a fait sauter en l'air. Benoît ne répondit pas, feuilletant à la place une autre note manuscrite dans la collection du professeur. Ses yeux parcoururent rapidement le papier avant qu'il ne commence à lire à voix haute. Bien que j'ai été sceptique, j'ai contacté la Société historique de Louisiane. Il existe en effet un bâtiment autrefois appelé la Maison Rouge. Il s'agissait d'un bordel infâme construit au cœur du bayou lors des premiers jours de la colonisation de la Nouvelle-Orléans. Le bâtiment a été abandonné depuis les années 1920, mais reste un site historique protégé. Sa localisation exacte est... Benoît s'arrêta, le visage devenu pâle. Il y a une adresse écrite ici. Mon cœur se serra douloureusement. Si ce détail n'a pas été copié d'un livre, il y a une chance que notre psychiatre et sa petite amie ne connaissent pas encore l'endroit, à moins qu'ils n'aient torturé le professeur pour l'en savoir. Pourquoi le tuer et incendier la maison s'il n'avait pas ce qu'il voulait ? Rétorqua Benoît. Il n'aurait pas brûlé la maison s'il pensait ne pas avoir toutes les informations. Sinon, ils auraient encore eu besoin de nous pour les guider jusqu'au temple. Peut-être qu'il leur a menti, ou peut-être qu'on les a interrompus quand on est arrivé, dis-je, même si, à mon propre avis, ça sonnait comme un vœu pieux. Benoît me fixa, la voix grave. Soit ils savent où se trouve le temple, soit ils vont nous suivre, si on essaie de le trouver. Alors que le poids de la situation me frappait, mes yeux se posèrent sur la statuette sur l'étagère. Ce foutu truc semblait pulser d'une menace tacite. Sans réfléchir, je pris une serviette, l'enroulai autour de la figure et la brisai contre le bureau. Le bruit de la porcelaine qui se brisait fit sursauter Benoît. « Putain de merde, préviens-moi la prochaine fois !» hurla-t-il. Je l'ignorais, dépliant les fragments, laissant les morceaux se disperser sur le bureau. Parmi les éclats, un papier replié, jauni par le temps, écrit à la main tremblante. « Si vous trouvez le temple, détruisez-le. Ne laissez pas les adorateurs de la mer silencieuse libérer la peste. Vous avez déjà détruit l'un de ses sanctuaires. Finissez le travail et libérez les âmes qu'elle tourmente. » Benoît et moi restâmes là, fixant le message, la pièce étrangement silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de notre propre respiration. « Alors, plus d'un groupe nous suit, murmurai-je. Benoît se redressa, le visage marqué par une détermination sombre. « Bon, assez de blabla. On va aller à ce temple et on va le réduire en cendres, mais je ne mets pas les pieds là-bas sans un sacré arsenal. »« Tu connais quelqu'un ?» demandai-je, à peine capable de dissimuler le tremblement dans ma voix. Benoît m'offrit un sourire carnassier et traversa la pièce. D'un geste théâtral, il écarte une étagère de rangement pour révéler une porte dissimulée. « Ah ouais !» dit-il, d'un ton grave et résolu. « Je connais quelqu'un. » Benoît ouvrit la porte secrète d'un mouvement fluide, et le léger grincement des charnières murmurait des secrets dans l'obscurité. L'espace au-delà était d'un noir absolu, un vide qui semblait engloutir le moindre bruit. Je pénétrai derrière lui, sentant l'air lourd et oppressant m'envelopper. Benoît tendit la main et tira une corde. Avec un bourdonnement saccadé, une vieille ampoule à incandescence clignota, jetant une lumière jaune tremblotante dans la pièce. Ce que la lumière révéla n'avait rien de moins qu'un rêve de seigneur de guerre. Des rangées de fusils, des caisses de munitions et des explosifs soigneusement empilés, un arsenal dissimulé au cœur de cette maison insignifiante. C'était comme tomber dans le coffre-fort d'un roi fou, chaque pièce d'armement murmurant de la violence passée et de la violence à venir. « Putain, Benoît, quand tu disais que les affaires allaient les bien... » Ma voix s'éteignit alors que mes yeux parcourèrent le trésor. Benoît ria, un son mêlant fierté et diversion. « Ouais, eh bien, quand je disais que les affaires marchaient, c'était ça que je voulais dire, les vraies affaires. » Je me dirigeais vers le mur où une série de fusils se tenaient comme des sentinelles. Ma main trouva le métal froid d'un AK-47, son poids familier, mais toujours aussi glaçant. « Ceux-là, c'est surtout des AKM, » dit Benoît en s'approchant. « Quelques types 56 dans le lot aussi, si tu veux être pointilleux. » Je haussai un sourcil, un sourire en coin. « Déçu que tu n'achètes pas américain. »« Ouais, eh bien, haussant les épaules. Les communistes fabriquent des armes fiables. Mais si tu veux de l'oncle Sam, j'ai quelque chose de gros et noir qui crie « Made in USA ». Ça te tente ? Je grimace. Putain, Benoît, j'en ai vu assez de ce genre de truc sous la douche de camp d'entraînement. Impassible, Benoît s'approcha d'un grand sac et le dézippe, en révélant une mitrailleuse M60.
Sa surface noire brillait faiblement sous la lumière faible, l'éclat du genre de brillance qui promet la destruction. « Tu déconnes, dis-je en scrutant la bête d'armes. Ce truc c'est du trop, tu veux vraiment tout détruire. Et bonne chance pour le transporter. Et les munitions ? Les munitions, ce n'est pas le problème, répondit Benoît en soulevant la mitrailleuse comme si c'était un sac de farine. Ce sont les bandes. J'ai une bande de 50 balles, et c'est tout. Je secouai la tête. Ça va juste nous ralentir, on doit rester mobile. Il hocha la tête en fermant le sac. Point pris, on laisse ça. Benoît passa à autre chose, fourrant 2 AKM et 4 chargeurs remplis dans un autre sac. Je repérai une mine Claymore, solitaire, posée sur une étagère, son boîtier vert terne et discret. Je la pris, la glissai dans le sac aux côtés des fusils. « Une Claymore ?» dit Benoît, haussant un sourcil. « Si on arrive en premier, je veux savoir quand il débarque, » répondis-je avec un sourire. « D'accord, » dit-il en ajoutant du C4 et une poignée de détonateurs à l'arsenal. Lorsque le sac fut rempli, la pièce commença à se faire encore plus lourde, comme si les armes elles-mêmes portaient un poids au-delà de leur masse. Nous fermâmes nos vestes et vérifiâmes nos lampes de poche avant de refermer la porte, le faible clic de la chaîne de l'ampoule, le seul bruit qui résonna lorsque Benoît remit l'étagère en place, dissimulant à nouveau le stock. Les rues de la ville étaient silencieuses, tandis que nous chargeons le coffre. Benoît jeta un coup d'œil dans les 2 sens avant de me faire signe de conduire. « Moins de chances d'être arrêté si c'est toi qui conduis, » dit-il en s'installant sur le siège passager. La voiture émit un léger grognement sous le poids de la cargaison, et je pris mon temps. La direction semblait lente, chaque bosse dans la route amplifiée. Le coucher du soleil se déversait à l'horizon, peignant le ciel de traînées rouges et oranges tandis que nous quittions la ville derrière nous. La carte indiquait notre destination au cœur du marais, un enchevêtrement de petites routes nous éloignant toujours plus de la civilisation. La nuit était complètement tombée quand les phares de la voiture illuminèrent la route de terre surélevée au-dessus de l'eau. De chaque côté, le marais se pressait, des ombres vacillant entre les cyprès. L'air devenait plus lourd, épais de l'odeur de la décomposition et de quelque chose de plus primitif. Puis, surgissant de l'obscurité, elle se dressa, la Maison Rouge. Son nom était littéral, ses murs en grès luisant faiblement sous la lumière de la lune, comme la peau d'une grande bête. La structure était imposante, presque forteresse, mais des années de négligence avaient rongé ses bords. Des vignes s'accrochaient à ses murs et des fissures marquèrent sa surface. Pourtant, elle restait là, défiant le temps comme si elle osait le défier de l'abattre. « On dirait qu'on est les premiers, » dit Benoît en scrutant les lieux, « à moins qu'ils ne soient venus par bateau, » murmurai-je en jetant un regard vers l'arrière de la maison, là où le marais effleurait la terre. Nous garâmes la voiture dans un coin, envahi par les roseaux, la silhouette de la voiture engloutie par l'herbe sauvage. Benoît ouvrit le coffre et je lui tendis un fusil avant d'en passer un autre par-dessus mon épaule. La Claymore était soigneusement rangée dans la poche de ma veste, sa présence un rappel constant du danger à venir. Le sac, désormais plus léger, reposait sur l'épaule de Benoît alors que nous nous dirigions vers la maison. Les portes grognèrent sous ma poussée, le bruit résonnant dans l'intérieur sombre comme un avertissement. À l'intérieur, l'air était humide et vicié, chargé du poids des années. Nos lampes de poche percèrent la pénombre, révélant un petit hall et un vestiaire. « Étonnant que des junkies n'aient pas pris ce coin, » dis-je. « Les gens d'ici évitent ce genre d'endroit, » répondit Benoît. « Ont trop de fantômes du passé, ils savent mieux que ça. » Le hall semblait se resserrer autour de nous à mesure que nous avancions dans le bâtiment. L'air était lourd de chaleur et d'une odeur humide, suffocante, comme si l'endroit avait transpiré pendant des années sans répit. Le vieux papier peint pendait par lambeaux des murs, se repliant comme une peau qui pèle, et le tapis rouge, autrefois majestueux sous nos bottes, était usé, jonché de morceaux de verre brisés et de débris oubliés. Au bout du couloir, nous trouvâmes une autre paire de lourdes portes doubles. Elles grincèrent sur leurs gonds lorsque nous les poussâmes, révélant ce qui avait dû être autrefois un grand auditorium. Le plafond s'élevait haut au-dessus de nous, et l'espace était agencé comme un théâtre, avec une scène et des galeries remplies de loges privées. Des tables et des cabines poussiéreuses encombrèrent le sol en dessous, leur velours terni et usé jusqu'à l'os. De lourds rideaux rouges pendaient en lambeaux, leur tissu décoloré oscillant légèrement dans un courant d'air qui portait l'écho subtil de la dégradation. « On dirait que c'était devenu un de ces cabarets chics, » dis-je d'une voix basse, comme pour ne pas réveiller les fantômes qui pouvaient encore rôder. Benoît acquiesça, sa lampe de poche traçant les sculptures ornées et la décoration en ruine. Probablement que des officiers et des gens riches venaient ici. Des types comme nous n'auraient même pas été autorisés à franchir la porte. Je ris. À l'époque, des gars comme toi n'auraient été autorisés nulle part. Drôle, répliqua-t-il, sa voix mordante. Il y a encore pas mal d'endroits où on n'est toujours pas les bienvenus.
La tension resta suspendue un instant avant que je ne change de sujet. Et maintenant, on va où? Ça ne ressemble pas vraiment à un temple, ici. C'est alors que ça a commencé. La voix. D'abord basse et insidieuse comme le murmure d'un vent lointain, mais assez claire pour nous stopper dans notre élan. Bienvenue, profanateur. Je vous attendais. Benoît se figea, son regard écarquillé confirmant ce que je savais déjà, nous l'avions tous les deux entendu. Ce n'était pas juste dans ma tête, la voix suave et calme semblait désormais résonner des ombres derrière la scène. Nous nous précipitâmes vers la plateforme, l'adrénaline me parcourant alors que je plaçais mon fusil en position, tirant le levier d'armement avec un cliquetis métallique. La voix se fit plus forte, bien qu'elle restât ce chuchotement étrange et intime, tandis que je poussais le canon de mon fusil à travers le rideau. Le faisceau de nos lampes de poche balaya la zone derrière la scène, mais tout ce qu'il capta fut des ombres agitées. Les murmures semblaient maintenant venir d'en dessous de nous, s'élevant à travers les planchers comme de la fumée. Un vieux tapis recouvrait le sol de la scène, ses bords effilochés et repliés. Je le tirai en arrière, découvrant une trappe menant à une cave. L'anneau métallique de la poignée brillait faiblement sous la lumière de la lampe. Je m'agenouillai et saisis la poignée, le fusil toujours prêt dans l'autre main. Après une profonde inspiration, je l'ouvris. L'odeur nous frappa comme un coup physique. Ce n'était pas juste de la pourriture. C'était l'essence nauséabonde de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui n'avait pas sa place dans ce monde. « Regarde !» dit Benoît, sa voix tremblante. « Quoi que l'on voit là-dessous, quoi que l'on entende, on l'ignore. On pose les charges et on se tire. Vite !» Je hochai la tête, mais ma gorge était trop sèche pour répondre. Tandis que nous commencions à descendre l'étroit escalier en pierre, je sortis la clé mort de ma poche. « Attends !» dis-je. Je la posai sur la première marche, attachant le fil de détonation à la trappe. Si quelqu'un ou quelque chose nous suivait, il aurait une bien mauvaise surprise. L'escalier semblait s'étirer à l'infini, les murs se rapprochant à mesure que l'air devenait plus chaud. Mon fusil menait la marche, la lampe de poche rebondissant sur les pierres humides qui dégoulinaient d'un liquide visqueux. L'odeur de la décomposition était suffocante, et la sueur coulait sur mon visage. Les marches virèrent à angle droit, et soudain, la pierre céda la place à un bois finement sculpté, ses motifs complexes, à la fois magnifiques et inquiétants. Le changement d'architecture me donna un frisson. Nous débouchâmes dans un long couloir voûté en bois, les sculptures ressemblant désormais à celles d'une cathédrale. Chaque centimètre du bois était gravé de motifs trop précis, trop surnaturels pour avoir été façonnés par des mains humaines. Le couloir se terminait par une arche, et lorsque nous y pénétrâmes, nous entrâmes dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une chapelle. C'était stupéfiant. L'ensemble de la structure, murs, plafond, bancs, était fait du même bois sculpté, chaque détail immaculé malgré le passage du temps. Des torches murales projetaient une lumière vacillante, leurs flammes constantes et éclatantes. Même l'odeur semblait reculer, remplacée par une tranquillité presque sacrée. Des peintures ornaient les murs, parfaitement conservées. Chacune dépeignait la femme de la statuette. Dans l'une, elle souriait en offrant du pain à des enfants. Dans une autre, elle réconfortait une figure malade, alitée. Dans une troisième, elle protégeait des paysans, des soldats armés. À l'avant de la chapelle se dressait une statue taillée dans le même bois. La figure était grandeur nature et saisissante. Son torse et ses bras humains, son expression chaleureuse et accueillante, mais ses jambes s'étaient tordues en tentacules qui semblaient se tortiller à la lumière des torches. À ses pieds reposait une simple boîte en bois. Et puis la voix revint, son ton apaisant mais lourd d'accusation. « Bienvenue dans mon temple, âme perdue. Vous avez profané l'un de mes sanctuaires, un phare destiné à protéger les faibles et les opprimés. Des âmes vulnérables souffriront à cause de votre sacrilège. » Ces paroles frappèrent, comme le marteau d'un juge, bien que sa voix demeurât douce, presque maternelle. Benoît se glissa à mes côtés, le visage pâle mais déterminé. « Les charges sont placées, 10 minutes. » Je hochai la tête, mon fusil toujours braqué sur l'entrée. « Il nous faudra chaque seconde. »« J'entre !» appela soudainement une voix d'homme. « Je suis désarmé. Ne tirez pas, je veux juste parler. » Benoît et moi échangèrent un regard. « D'accord, dis-je sans baisser mon arme. Parle. » L'homme entra dans la chapelle, les paumes levées, pour montrer qu'il était désarmé. C'était le psychiatre de Kanzama. Son visage portait un sourire serein, ses yeux brillants d'une admiration fanatique alors qu'il observait la pièce. « Merci, dit-il, sa voix presque révérencieuse. Merci de nous avoir amenés ici. Ce vieux professeur nous a envoyés dans une quête sans fin, mais nous vous avons suivis comme mesure de précaution. Je n'imaginais pas que ce serait aussi magnifique. » Il s'avança davantage dans la chapelle, ses doigts effleurant l'un des grotesques piliers en os comme s'il s'agissait d'un artefact sacré.
C'est exactement ce que j'ai entendu dans les histoires, un temple d'or parfait et éternel. Benoît me lança un regard, son expression grave. Nous savions tous les deux que le temple ne ressemblait en rien à de l'or. La mer silencieuse lui avait montré une autre vérité, une vérité façonnée selon ses désirs. Pour nous, cet endroit était un cauchemar d'os et de pourriture. Pour lui, c'était un paradis. C'est son cadeau, continua le psychiatre, sa voix se gonflant de ferveur. La mer silencieuse offre une richesse infinie, le pouvoir de régner sur le monde, même l'immortalité pour ceux prêts à se sacrifier en son nom. Alors qu'il parlait, son expression changea. Ses yeux brûlaient de la même rage maniaque que j'avais vue à l'hôpital. « Oui, mère, je comprends », murmura-t-il, sa voix devenant un chuchotement fervent. Il ne nous parlait plus. Le cri du psychiatre déchira l'air, un hurlement de banshee qui sembla vibrer dans mes os. Puis il se lança, sa vitesse surnaturelle, ses yeux allumés d'une rage maniaque. Avant que nous n'ayons le temps de réagir, les autres venus de l'escalier dévalèrent dans la pièce, tirant à tout va. Les éclats des tirs illuminèrent la chapelle en os et pierre, projetant des ombres grotesques de la statue et de sa congrégation squelettique. Au milieu du chaos, j'aperçus 3 hommes et la femme du motel, leurs visages déformés par le même fanatisme. Benoît et moi agîmes sur le coup, des soldats revenant à leur formation. Le psychiatre fut le premier à tomber, son corps se repliant sous le coup de feu de Benoît. Mais les autres ne faibliront pas. Si quoi que ce soit, sa mort sembla attiser leur folie. La mer silencieuse était dans leur tête, murmurant des promesses que nous ne pouvions entendre mais que nous pouvions facilement imaginer. Ces mensonges les transformaient en animaux, enragés et implacables. Les balles éclataient contre les bancs en pierre derrière lesquels nous nous abritions, des éclats d'os et de poussière volant à chaque impact. 2 des hommes tentèrent de nous foncer dessus, gonflés par ce qu'elles nourrissaient dans leurs esprits. Benoît les abattit d'un tir maîtrisé, leur corps s'écroulant maladroitement sur le sol de la chapelle. Je me penchai et aperçus un mouvement, une tête surgissant de derrière un autre banc. Un tir rapide, et la silhouette s'effondra dans l'allée, sans vie. La femme, cependant, était plus rusée. Elle nous contourna, sa soudaine apparition me prenant par surprise. Elle tira, et une balle siffla à côté de ma tête, assez proche, pour que je ressente la chaleur de son passage. Avant que je puisse réagir, Benoît se retourna et lança une rafale qui lui traversa les jambes, la faisant s'effondrer au sol dans une éclatante gerbe de sang. La fumée s'échappa du canon de son fusil alors qu'il s'approchait d'elle, lui donnant un coup de pied pour lui retirer son pistolet tremblant de sa main. « On doit bouger !» dit Benoît, en passant son fusil sur son épaule. Plus beaucoup de temps. Je hochai la tête, prêt à partir, lorsque nous entendîmes tous les deux un son faible, le grattement des ongles contre le sol de pierre. Elle rampait. La femme, brisée et meurtrie, se traînait inchaquement en avant, laissant une traînée sombre et luisante de sang derrière elle. Nous la regardâmes se diriger vers la statue, ses mains tremblantes d'effort, son visage déformé par la souffrance. « S'il vous plaît. »« Mère silencieuse. » Gémit-elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai cherché votre sanctuaire. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. » Sa désespérance grandit, sa voix montant en un cri étranglé. « S'il vous plaît. Rendez-moi la vie de mon enfant. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en supplie. » Ces paroles, suspendues dans l'air, épaisses et suffocantes. Mes mains se stabilisèrent alors que je levai mon fusil. Je visai, tirai et mis fin à sa souffrance. Aucun de nous ne parla alors que nous tournions et courions vers la sortie, nos pas résonnant contre le sol de la chapelle. Les murmures de la mer silencieuse nous poursuivaient, un appel séducteur qui effleurait les bords de mon esprit. Je savais que Benoît le ressentait aussi. Ce léger tiraillement, l'attrait de promesses en lesquelles nous ne pouvions jamais avoir confiance. Mais nous avançâmes, l'esprit clair, la détermination intacte. Ce qu'elle offrait n'était pas pour nous. Nous n'étions pas assez désespérés pour tomber dans ces mensonges. L'escalier de pierre semblait sans fin alors que nous montions, nos respirations haletantes et forcées. En haut, l'explosion de la Claymore avait déchiqueté le panneau et les décombres alentour, laissant l'ouverture en morceaux, dangereuse et instable. Je rampais dessus, les pierres brisées, rasant mes paumes, et Benoît me suivit de près. Nous fonçâmes à travers l'auditorium, le bâtiment gémissant autour de nous comme un animal blessé. Un bruit sourd et guttural secoua les murs, et le sol, sous nos pieds, se déforma dangereusement. L'explosion avait fait son travail, la maison rouge s'effondrait. Lorsque nous atteignîmes le couloir, toute la structure penchait d'un côté. Le sol se inclinait, rendant chaque pas aussi difficile qu'une ascension. L'air était lourd de poussière, le bruit des poutres éclatant et des pierres se brisant assourdissant. Nous franchîmes les portes d'entrée, descendîmes les marches en ruine et nous précipitâmes sur la pelouse, sans nous arrêter jusqu'à être bien à l'abri.
Nous nous retournâmes, haletants, pour observer la fin de la Maison Rouge. Un coin s'enfonça d'abord, le marécage engloutissant avidement la fondation. Puis, avec un grognement qui semblait presque vivant, toute la structure se plia. La moitié du bâtiment s'effondra dans la vase, entraînant le reste avec elle dans un fracas tonnerre. Les eaux du marécage bouillonnaient, engloutissant les vestiges, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, sinon le silence. Nous restâmes là, à regarder, aucun de nous ne prononçant un mot. Que pouvait-on dire? La Maison Rouge, la mer silencieuse, son temple. Ils étaient des partis, engloutis par le marécage comme s'ils n'avaient jamais existé. Après cette nuit-là, je ne revis jamais ces murmures. Le silence aurait dû être réconfortant, mais il ne l'était pas. Mes pensées revenaient souvent à la désespérance de la femme, à ses supplications à la mer silencieuse, à sa croyance que l'impossible pourrait être accordé si seulement elle obéissait. Qu'avait-elle espéré qu'on lui promette? La vie de son enfant, la rédemption, l'espoir? La mer silencieuse se nourrissait de la désespoir des gens, de ceux qui avaient besoin de croire en quelque chose. Je me demandais combien d'autres avaient franchi son seuil sans jamais se rendre compte du prix à payer avant qu'il ne soit trop tard. Les murmures étaient beau parti, mais le souvenir de ces mensonges et de ceux qui y avaient cru me hanteraient à jamais.